Mesdames, Messieurs, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, deux anciens bagnards France-Afrique à la CPI, Cour pénale internationale, enfin libres. Eh bien oui, Charles Blé Goudé et l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, enfin libre. Mais il reste encore un bagnard France-Afrique. Et ce bagnard France-Afrique est tout justement Jean-Marie Michel Mokoko du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, vous savez que quand on parle de bagnard, on pense tout naturellement à quelqu'un qui est interné dans un bagne. Et quand on parle de bagne, on pense tout naturellement aux anciens bagnes coloniaux. Et ici, il s'agit bien sûr de bagne France-Afrique. Mesdames, Messieurs, le problème, c'est qu'avec la France-Afrique, soit on se soumet ou non. Oui, si on se soumet ou non, on va toujours connaître le bagne France-Afrique. On se soumet ou non, on connaîtra toujours le bagne France-Afrique. Et pourquoi? Parce que la France-Afrique, pour les Africains, surtout francophones, c'est une horreur, c'est un drame, c'est une tragédie. Pour l'Afrique, et notamment pour l'Afrique francophone, les ex-colonies françaises, comparé aux ex-colonies anglaises, qu'on appelle l'Afrique anglophone, où il y a plus de dynamisme, il n'y a plus de bagnes coloniaux de type France-Afrique. La France-Afrique regroupe 90% des dictateurs, liberticides, antidémocratiques, antisociaux, criminogènes et voire d'appropriation de ces pays comme leur propriété privée au service de la France-Afrique, comme leur compagnie d'assurance au service de la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, eh bien oui, on rencontre moins de 10% des dictateurs en Afrique anglophone. Et c'est d'ailleurs dans cet espace anglophone qu'il y a plus de dynamisme économique en Afrique. Et les pays les plus avancés d'Afrique sont tous anglophones. Et comparé à l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone, c'est d'abord un piège à bagne, France-Afrique, un piège à prison, un piège à assassinat des intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, un piège à coup d'État, un piège au désespoir des Africains. Oui, une Afrique francophone ou une France-Afrique sans lendemain à construire et de futur à édifier. Mesdames, Messieurs, vous savez, dans les années 1970, au siècle dernier, l'opéra Bokassa Ier, oui, de la Centrafrique, il s'était pris une colère noire. Il disait, oui, nous avions au sein de nos frères ici, il y a des gens qui cessent de trahir les autres. Oui, il y en avait trop de traîtres. Et il s'adressait certainement au fait Boigny, parce qu'à l'époque, il était le patron de la France-Afrique en Afrique. C'est lui qui était au fait Boigny de la Côte d'Ivoire. Et puis, bon, il y a eu des successions. Après, arrivé Omar Bongo dans les années 80, et puis jusqu'en 90. Et puis, aujourd'hui, on parle de Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Quelqu'un qui a tenté de noyer son pays, qui est revenu le représentant de la France-Afrique. Vous le savez très bien que nous avions beaucoup de traîtres, comme disait déjà Bokassa. Bon, oui, on les constate. On les constate tous les jours. Je l'ai constaté depuis des années. Bon, on a au présent des gens comme un peu dressés, entraînés,
conditionnés, et certains même sous emprise, de servir que les intérêts de la France-Afrique contre les intérêts de leur peuple, de leur pays et de leur continent. Oui, ils sont 100% au service des intérêts de la France. Bien sûr, quand vous allez travailler avec ces régimes, vous n'allez pas servir votre pays. Vous n'allez que servir les dictateurs et les intérêts de ces donneurs d'ordre dans la France-Afrique. Donc ça devient un problème. Et chaque jour qui passe, et chaque Africain qui se retrouve dans ces conditions risque sa vie. Oui, oui, il faut sans cesse déjouer ce piège euh, euh, précité et qui est représenté par les sous-préfets, les sous-traitants négligés, les noirs de service qui sont là au service de leurs donneurs d'ordre. Bon, bien sûr, il s'agit d'un acharnement et sous prétexte de statut social, de privilèges, de pouvoir, alors qu'ils n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir de leur pouvoir est tenu on laisse par les cellules africaines de l'Élysée. Ça devient un problème au XXIe siècle. Même un enjeu de respectabilité interraciale. Parce que ce genre de comportement n'existe plus, on ne tient plus les États et les ex-colonies françaises du monde arabe ou d'Asie et autres. Mais pourquoi ça reste en Afrique noire? Donc, tout justement, nous avions ce problème avec ces gens qui sont dressés et contre les intérêts de leur peuple. Mesdames, Messieurs, avant de faire le décryptage de ces bagnards France-Afrique, libres ou non, je vous informe que le tas de crise France-Afrique est en cours de téléchargement. Et par conséquent, la fin de ce cycle contentieux France-Afrique médiéval sera bientôt consommée. Donc nous sommes là en présence d'un divorce qui est de type contentieux. Vous savez, les divorces contentieux, c'est des divorces où il y a souvent des menaces. Hein. Il y a quelqu'un qui dit non, mais je veux me divorcer. Il y a quelqu'un qui dit si tu divorces, moi je. Il y a du chantage, hein. Il y a souvent du chantage. Il y a aussi des menaces parfois de mort, des suicides et autres. Bon, vous savez que Michel Sapin, l'ancien ministre de l'économie et des finances de François Hollande, il avait dit en 2016 que si vous quittez le franc CFA, vous aurez le terrorisme. Mais le terrorisme est déjà là en Afrique. La France a tué beaucoup plus de présidents africains. Les listes sont énormes. Et ces gens-là sont quelque part autres. Ils ont commandité les assassinats, des coups d'État et autres. C'est du terrorisme. Donc ça n'a pas changé. Maintenant là, ça fait partie des chantages. Donc, et pourquoi? Parce que, il faut le dire quand même, le franc CFA, c'est quand même 400 à 40% du budget annuel de la France. C'est énorme. Vous enlevez ça, d'un seul coup, attendez, la France passe de la 7e puissance économique mondiale actuellement, il va se retrouver au 15e ou 20e. Vous imaginez? Donc la France se bat à maintenir ses intérêts vitaux. Et donc, vous l'avez bien compris. Le problème aussi de cet impôt colonial, oui, il est là. Et donc, il nous pose bien des soucis. Et qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique déjà, les gens... Bon, c'est un peu gênant qu'il y ait encore des impôts coloniales. Et deuxièmement aussi de la conscience de certains pays ou des concurrents de la France, qui sont d'abord européens. Vous avez vu un journal allemand avait dit non mais quand même la France fonde son budget annuel qui est par l'Afrique et donc c'est une exploitation, voilà. Donc c'est un impôt colonial. Mesdames, Messieurs, bon, ceci dit, donc ça c'est l'envers et le décor et l'envers du décor de la France-Afrique que j'ai parlé ici sommairement. Bon, il faut vous dire que pourquoi le président Laurent Gbagbo et son fils spirituel Charles Blé Goudé ont-ils été libérés de la conspiration France-Afrique à la CPI. Il s'agissait bien sûr d'une conspiration France-Afrique à la CPI, Cour pénale internationale. Ils ont passé 8 ans. Donc on a gâché la vie des gens pendant 8 ans comme ça. Et donc, pour info,
il faut dire que euh, le problème, c'est que au niveau des libertés déjà, hein, les libertés, euh, ils ont été bafoués du côté de ces deux prisonniers de la France-Afrique. Bon, il faut se dire aussi que il y a des grands criminels France-Afrique qui sont encore en liberté. Ils sont en liberté. Le cas de Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Après son coup d'État France-Afrique de 1997 jusqu'à nos jours, il y a eu plusieurs génocides. Jamais des résolutions aux Nations Unies. Droit de veto de la France, interdit d'enquêter là où il y a les charniers, les fosses communes et tout ça. Depuis 22 ans déjà. On a interdit. Mais ils continuent à massacrer. Mais jamais à la CPI. Et bon, ce qui fait d'ailleurs que ça crée ce climat de dégoût, de méfiance et de défiance envers la France. Et donc, c'est un processus qui est déjà en cours et alimenté aujourd'hui par la culture globale, les médias et les réseaux sociaux. Les gens sont maintenant informés et tout ça, ça alimente tous ces mécanismes de sortie de l'état de crise contentieux France-Afrique, que nous sommes en présence de la fin des cycles de ces mauvais qui ont été placés là et qui n'ont pas été là pour trouver des mécanismes de, de coopération ou de partenariat gagnant-gagnant, comme cela se passe actuellement dans le monde anglophone, où l'Angleterre n'a plus jamais conspiré contre la volonté de ces peuples là-bas. Mais elle est toujours là présente en Afrique. Mais pourquoi la France ne suit-elle pas ce chemin? Alors que, à force de jouer avec le feu, ça risque de l'emporter, puisque le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle, et dans l'Afrique, et qui ont majoritairement est tourné vers d'autres plus gros partenaires et qui ne sont plus que français. Et le monopole français est en train d'être s'effriter et petit à petit parce que la méfiance, la défiance est totale. Et que derrière ces horreurs, tragédies, crimes, coups d'État, assassinats, conspirations et autres, c'est des victimes, donc ils ont des relations sociales. Donc c'est des humains qui demain seront des partenaires économiques de la France. Et vous voyez dans quelles conditions ils vont traiter la France. Mesdames, Messieurs, ceci dit, bon, Laurent Gbagbo et Blegoudé libérés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu 3 chances. Oui. La première chance, c'est que, bon, ils étaient tous les deux motivés, déterminés, ils n'ont jamais abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils savaient bien que leur cause était juste. Leur cause est juste, comme disait l'abbé Pierre. Même si vous êtes seul, quand vous sentez que votre cause est juste, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'ils ont fait. Bon, je me rappelle de cet acharnement de Jacques Chirac dès 2002. Et puis ça continue avec Sarkozy jusqu'à ce hold-up électoral de 2010 et qui est arrivé jusqu'à cette guerre qui ne voulait pas lâcher. En réalité, Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un de stratégique, très intelligent. Parce que, moi je disais un peu comme l'officier allemand là qu'on appelle le renard, on appelait le renard du désert à la Deuxième Guerre mondiale, le renard du désert. Il a trouvé toutes les stratégies pour déjouer les Alliés. Mais parce que depuis 2002 jusqu'à 2011, c'était comme un acharnement contre lui. Parce qu'avec la France-Afrique, on se soumet. Et si tu ne te soumets pas, tu es broyé, tu es anéanti, tu es comme ça, avec la complicité toujours de les traites, parce que nous les Noirs, et quand même, c'est la seule race au monde où on peut avoir quelqu'un de bien qui veut travailler pour le pays, mais on est toujours le premier à dire, non oui, ça y est, vous prenez un Noir, même si quelqu'un qui est bien, on peut dire, non, on va faire ça sur ton propre frère, il va directement, c'est comme si les gens qui n'ont jamais franchi les barrières de la raison, ils vont comme ça, voilà. Alors que vous demandez ça à un blanc ou à un asiatique ou à un arabe, oh, je veux dire pourquoi je vais faire ça. Ils travaillent bien. Mais nous, c'est facile. Vous avez tout compris. Donc, c'était le remède du désert. Entre 2002 et 2010, il a subi tous les acharnements de Jacques Chirac, de Sarkozy, après, tout, il a réussi. Mais, bon, le problème, c'est que lui, bon, il a été éjecté parce que, bref, c'est comme un peu Faustin à Conge Touadéra.
en Centrafrique, qui aujourd'hui se bat contre cette France-Afrique. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme système? Il est allé chercher les Russes pour les protéger militairement. Et là, les Français sont là en train de rôder et pour chercher à le jeter pour placer un autre ou je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont arriver? Donc, le peuple est maintenant informé. Donc, comme ils ont compris que c'est un mode de communication, il faut maintenant communiquer à tout le peuple. Voilà, si vous voulez vivre, c'est ça. Donc, maintenant, il est rentré dans une opération de communication des médias et réseaux sociaux sur les pièges que la France-Afrique cherche à tendre pour placer un autre pion. Alors que pendant peut-être 5 ans, il n'y a eu que bazar là-bas en Centrafrique. Et là, le pays cherche à se calmer, mais là, pas de problème. Donc, vous voyez la France-Afrique. Et donc, malgré les apparences, ils n'ont pas changé ni de mentalité, d'habitude et de comportement. Et qui nuisent gravement aux intérêts de la France-Afrique, déjà eux-mêmes, et aussi de ses peuples. Donc, jusqu'à quand ça va continuer? On va encore continuer comme ça au XXIe siècle où tout est en train de se chambouler. Mesdames, Messieurs, donc ils ont eu la chance parce que ils ont lutté, ils ont été, ils étaient motivés, ils étaient déterminés, ils ont vu que leur cause est juste et c'est bien comme ça. Donc, ils n'ont pas cédé parce que déjà, les embrouilles entre Laurent Gbagbo et Jacques Chirac, c'était au niveau de ce qui est des intérêts de la France. On vous impose tout, vous ne devez pas résister, même si on devait même faire, vous nommer les ministres, vous faire tout ce que vous voulez, vous n'êtes que là pour dire oui, 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 alors là, vous devenez l'allié de la France. Mais est-ce que c'est ça le partenariat? Toujours tirer le partenaire vers le bas? Non, c'est pas possible. Ça, c'est la première chance. La deuxième chance, c'est qu'ils ont eu un peuple vraiment qui est resté motivé. J'ai tout sondé, dès 2004 déjà. Et jusqu'à nos jours, il y a un socle, Gbagbo de 60%. Un socle, et là peut-être ça va s'amplifier. Il y a un socle de 60% de la population. Vous savez peut-être, il y a la moitié sud et l'ouest et autres. Donc, 2 tiers du territoire, c'est vraiment ces gens-là. J'ai sondé ça. Bon, ça a diminué un peu pendant la 2010-2011, mais depuis 3 ans déjà, ça a augmenté encore. Et donc, sa chance qu'il a eue, c'est de ce peuple-là qui ont compris que nous avons quelqu'un qui aime notre pays et qui défend notre pays. Et donc, ça crée une communion. Et deuxième, dans cette chance, il y a aussi des Africains, parce qu'il a été quand même président, et que beaucoup des intellectuels africains, ils ont compris que peut-être que nous avions un Kwame Nkrumah là, nous avons un Mandela là, et autres, donc ça va dans cette dynamique-là. Donc en réalité, il vient de rentrer dans l'histoire africaine. Et troisième chance, c'est que la CPI n'est pas aux ordres de la France-Afrique. Et par conséquent, tous les dossiers à charge qui ont été envoyés par la France-Afrique à la CPI ont été tous démontés. Et donc la France-Afrique s'est tout dénudée et il fallait les libérer. Bon, maintenant, donc, l'acharnement de Sarkozy sur Gbagbo et commencé Chirac et autres, donc c'est démonté. Maintenant, il faut voir les conséquences après. Bon, donc là, ce n'était pas la justice qu'on voulait rendre à la CPI, c'était le pouvoir. Ce n'était pas un crime d'humanité ou autre, c'était le pouvoir France Afrique qui était là à la CPI pour montrer à la CPI que malgré que, oui, c'est de l'ONU ou des Nations Unies, le Conseil de sécurité, la France est là. Donc la France défend ses intérêts, condamne et autres. Et donc ils ont voulu montrer ça, mais aux yeux de la conscience des juges qui ne sont pas aux ordres de la France Afrique, ils ont tout compris. D'où la libération. Donc, on a remplacé l'injustice par la justice. Et le pouvoir France-Afrique est dénudé. Et par conséquent, la France doit assumer ses responsabilités par rapport à ce qui s'est passé en 2010 à 2011 et toutes ces choses-là avec le Gbagbo. Parce qu'on ne peut pas gâcher la vie d'un individu, des individus et d'un peuple comme ça. Donc il y a un problème. Bon, ceci dit, après, d'abord au plan politique, vous savez qu'il y a des élections en 2020. Et donc, en Côte d'Ivoire en 2020. Donc, au niveau politique, il sera imbattable. Imbattable. Quoique. Bon, au niveau France-Afrique, peut-être qu'en 2020, ils vont, comme ils ont tout souffert, peut-être qu'ils vont organiser
Ils vont faire le hold-up électoral, il va créer encore des contestations. Il me semble que l'ancien rebelle Guillaume Soro est allé à Brazzaville en 2018. Il est resté une semaine là-bas aux frais du dictateur, donc du compte public congolais. Il était chez le dictateur pendant une semaine. On l'a même loué des jets privés. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? On ne sait pas. Il est rentré. Et donc, il est président de l'Assemblée nationale au ce moment. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas. Et c'est le dictateur Denis Sassou Nguesso agonisant, à bout de souffle et autres, je ne sais pas. Comme lui il est devenu le, le, au sommet de la pyramide France-Afrique, peut-être qu'ils sont venus prendre les conseils, je ne sais pas. Donc, les Ivoiriens doivent prendre conscience. Est-ce qu'ils vont encore diviser? Est-ce qu'ils vont créer encore des tensions et autres? On ne sait pas. Bon, Sassou qui a ruiné le Congo, se permet quand même le kilo de faire venir un monsieur. Déjà, il a donné 200 millions d'euros à la Côte d'Ivoire qui nous doit cet argent. On l'attend toujours. Et en plus, le monsieur prend des jets privés aux frais de l'État congolais. Vous voyez l'état de monsieur dans son pays qui est en ruine. Il sait qu'il joue des lobbying France-Afrique pour se maintenir parce que sans la France-Afrique, il n'est rien. Il est éjecté. Donc la France met tous les moyens de renseignement militaire et technique et d'expertise et tout l'achat de tout ce qui est des réseaux pour bloquer le Congo. Et là, le pays est en ruine et qui est en train de tenir toute la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, bon, au niveau africain, oui, au niveau africain, bon, il faut le dire que il est pour nous un produit qu'il faut vraiment écouter et voir. Parce qu'il a ouvert les yeux à l'Afrique. Après Mandela. Mesdames, Messieurs. Bon. Pour le comprendre comment l'Afrique a jugé juge Laurent Gbagbo. Donc il faut que je puisse vous lire la lettre, la déclaration de Jerry Rawlings, le capitaine Jerry Rawlings, qui fut président du Ghana voisin, qui a ramené la démocratie au Ghana. Vous avez vu le décollage économique. Et Ghana, c'est un pays anglophone. Donc, ça fait partie des pays aujourd'hui qui sont plus dynamiques en Afrique, toujours anglophones. Donc, il a écrit ceci. Un vrai patriote est libre. Laurent Gbagbo, malgré ses faiblesses humaines, ne méritait pas d'avoir 8 années de sa vie gâchées par les machinations de la France et de Sarkozy, ainsi que de leurs alliés occidentaux. Pendant que nous célébrons, souvenons-nous de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour la vraie émancipation de l'Afrique, notre continent. J'espère que cela servira de nouveau départ pour la Côte d'Ivoire, une source d'unité et non de force et non de faiblesse. JJR. Bon, tout est dit là. Mesdames, Messieurs, quant à Jean-Marie Michel Mokoko, le bagnard actuel de la France-Afrique, bon, il est en captivité. Lui, par contre, il n'a eu qu'une seule chance et 3 malchances. L'unique chance qu'il a eue, c'est qu'il est peu comme Gbagbo, motivé, déterminé, sincère, juste. Il sait que sa cause est juste et c'est les raisons pour lesquelles il continue de se battre. Et il suffit de lire le texte qu'il a écrit, la lettre qu'il a écrite au tribunal en prison, avant le procès en mai 2018 dernier. Il a écrit ceci. Quoi qu'il advienne, en ce qui me concerne, je ne céderai sur rien. Je ne plierai pas, car la cause
par laquelle des milliers de Congolais ont adhéré est celle de l'honneur et de la dignité qui constitue le substrat de toute cause juste. Il nous faut par conséquent continuer d'espérer car rien n'est perdu contrairement aux apparences. Oui, rien n'est perdu contrairement aux apparences. Ceci dit, mesdames, messieurs, ben oui. Donc, la première malchance du président Jean-Marie Michel Mokoko, c'est avoir gagné des élections présidentielles en 2016, élection à un seul tour, il est arrivé premier, il a gagné cette élection sans la complicité du dictateur Sassou Nguesso lui-même et ni de sa France Afrique. Par conséquent, il devenait l'ennemi numéro un. Hein? Donc, le prisonnier politique de Sassou Nguesso et de sa France Afrique. Vous avez vu, historiquement, il y a eu un officiel français, l'ambassadeur de France, et un marchand d'armes et de munitions, Jean-Yves Olivier, qui sont allés les menacer jusqu'à la mort. Vous savez, c'est abusif, c'est ce qui fait le début d'ailleurs de France et de la France-Afrique. Ambassadeur officiel, donc il met la responsabilité de la France. Puis un officiel, ambassadeur, c'était qui? C'était Bidon. Et officiel, Jean-Yves Olivier, je ne sais pas où est-ce qu'il traîne, quelque part. Bon, le Congo l'attend après la chute de Sassou Nguesso. Mesdames, messieurs, bon, après, la deuxième malchance, c'est que la classe politique congolaise l'a trahi complètement. Parce qu'elle n'a pas toléré qu'un monsieur sans parti autre pouvait gagner les élections comme ça. Bien entendu que cette opposition est préfabriquée, elle est auxiliaire de la tyrannie, sinon ça se serait. Ils ont eu des chaînes de traîtrise déjà entre eux. Pendant le référendum anticonstitutionnel de 2015, et Mokoko arrive là, il rentre dans la nasse de cette traîtrise. Et qu'Alain Bamako disait déjà que nous avions l'opposition politique la plus bête du monde. Donc vous voyez déjà cette malchance. Donc il était rentré là dans l'entonnoir. Ils ont signé un pacte. Et que le premier qui se retrouve devant Sassou Nguesso, on se trouve ensemble. Et aussitôt après, pendant l'élection, ils se séparent. Et on voit les conséquences aujourd'hui. Ça a engendré une crise sociopolitique, socio-économique et humanitaire. Et le pays est en train de rentrer en ruine. Il risque de devenir une poudrière ou ingouvernable dans l'espace et le temps. Mais la faute à qui? C'est à toute cette opposition, cette classe politique-là. Mesdames, Messieurs, et qu'il faut le dire aussi en Côte d'Ivoire, oui, la classe politique n'a pas accompagné Laurent Gbagbo, sauf un peu peut-être son parti, mais le reste, rien du tout. Mesdames, Messieurs. La troisième malchance, qui est la dernière, c'est que le peuple, nous sommes représentants d'un peuple de moutons. On a volé leur victoire. Ils n'ont pas pris les responsabilités, tant au niveau de la société civile et autres, pour faire le genre d'accellement, aller se regrouper au niveau, derrière la maison du président élu, trouver des stratégies pour montrer aux yeux de la communauté qu'on est là. Ils ont tout abandonné. Comme les peuples de moutons, les moutons, quand ils sont attaqués, ou les zèbres, ou les guinous sont attaqués, ils sont là, donc ils les regardent. Alors que les buffles se regroupent. Donc le peuple ivoirien, quelque part, est resté un peuple de buffles, parce qu'ils n'ont jamais arrêté d'harceler la CPI, la France-Afrique et autres. Mais nous, on a tout abandonné. On est là. Bien sûr que c'est une mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers, partisans. N'oublions pas les conflits d'intérêts ou ceux qui sont là et qui l'ont conditionné. Mais le problème aussi, éducation est là. Il faut voir aussi la nature du régime qui est liberticide, antisocial et criminogène et qui alimente tous ces mécanismes-là, qui ont alimenté tous ces mécanismes-là. Donc, quelque part, le Mokoko se retrouve tout seul, mais bien déterminé, avec les réseaux. Le peuple subit et le sort, mais il y a des réseaux qui travaillent pour sa libération. Bon, après ça, qu'est-ce qu'on pourra s'attendre après? Après, déjà, on aura premier cas. S'il sort vivant et en forme, je pense qu'au plan politique, il faudra nécessairement une période de transition longue. Et pour qu'on puisse repenser tous ces choses-là. Parce que si nous rentrons directement dans soit une nouvelle élection ou une période de transition courte, et pour soi-disant faire une démocratie, la démocratie ne passera pas au Congo parce qu'il y aura des chaînes de traité, parce que les rancunes, les haines et autres sont tellement entrées dans nos consciences et mémoires, et donc ça ne marchera pas. Parce que le président Lissouba a été trahi dans les mêmes conditions.
et Mokoko Payaye. Donc jamais descends-toi. Donc, faire la démocratie dans ces conditions, et je suis sûr et certain, c'est la troisième voie vers une nouvelle forme de démocrature et qui sera d'ailleurs trahie et ça ne marchera pas. Donc, ça, au niveau politique, il faudra une période de transition. S'il sort vivant et en forme pour régler tous ces problèmes-là de manière apaisée, responsable et ensemble. Bon. Au plan de l'Afrique, bon, ben, j'ai vu une indignation, mais pas trop de comme c'était le cas de Gbagbo. Mais il y a eu une indignation quand même. Il y a eu même certains présidents africains qui avaient demandé à Sassou Nguesso, mais pourquoi tu t'acharnes contre Mokoko comme ça, celui qui n'a jamais fait du mal. Pourquoi tu t'acharnes? Oui, mais il s'acharne parce que c'est un noir de service, vous l'avez bien compris. Et sous tes dons négriers. Donc il risque d'avoir des conséquences durables sur son clan et tout ce qui est de l'après. Parce que nous sommes quand même africains, la règle d'or. Faites jamais au tourisme ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Ne pourrait pas être mon coco, mais ça pourra être aussi ses partisans ou autres qui seront là à tout instant, à un moment donné, au pouvoir, dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, et que Sassou Nguesso n'a pas que détruit mon coco, il a détruit plein d'autres. Donc son cahier de charges, oui, tout ce qui est son bilan ou tout ça, c'est lourd contre lui-même, son clan et sa famille et compagnie. C'est pour vous informer. Et donc, au niveau de l'Afrique, donc, il y a eu une sorte d'indignation. Et mais au niveau de la CEMAC, c'est-à-dire la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, mais là, c'est une zone qui cesse de s'enfoncer. Elle est dans le trou. Parce que la mauvaise gouvernance de Sassou Nguesso et toutes ces crises et compagnie, le pays là-bas, le peuple est aux arrêts, le pays la démobilisation est totale, le pays est en ruine, il risque de se chavirer et autres. Moi, on maintient là par la force Afrique maintient là pour son pétrole parce qu'il y a même un ancien ministre français, il a dit, bon ben, comment cela se fait qu'en France, on paye les taxes sur le pétrole augmentent alors qu'il les prend gratuitement au Congo-Brazzaville. Donc on l'a dit ça. Ça soit là le pilier pour ça. Bon, donc avec d'autres missions qu'ils le font. Bon, donc vous voyez ce monsieur. Donc au niveau de la CEMAC, je vous dis que ce sera très dur parce que déjà, ils ne s'entendent plus. Et toute cette zone est stable parce qu'il n'y a eu que des hold-up électoraux, commencé au Congo-Brazzaville en 2016, puis au Gabon, au Tchad et au 2018 là au Cameroun. Toute cette zone est stable. Il reste à Faustin Touadéra qui est à l'extérieur, mais il est tout seul. Et il se bat pour protéger son peuple aussi avec l'intention de le déstabiliser par la France-Afrique. Donc il se protège avec les Russes. Et donc toute cette zone est dans la merde. Donc communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Donc les réserves du franc CFA ne cessent de s'effondrer et qui restent d'emporter le franc CFA. Et vous comprenez. Donc on demande pas, tout est bloqué là, tout est bloqué. Donc, s'il y a un qui se libère, il ne va pas aller travailler avec quoi? Nous, au Congo-Brazzaville, on se libère de Sassou Nguesso avec Ali Bongo, avec Idi Déby, avec Paul Biya sur le plan stratégique de la CEMAC. Rien du tout. Donc, il faut changer tout ce monde-là. Bon, comme il ne peut pas changer, donc c'est une zone qui va s'effondrer et entraîner, par conséquent, toute l'économie de cette zone-là dans la merde. Et voilà la France-Afrique qui tire vers le bas l'Afrique francophone. Sans lendemain à construire, le futur à édifier. Ça, c'est un cas d'école. Donc, le blocage est total et vous avez tout compris. Maintenant, il faut aller maintenant. Oui, j'ai parlé au plan politique, j'ai parlé au niveau de l'Afrique et la CEMAC. Bon, maintenant, au deuxième cas, bon, ben, si et seulement si bon, il sort malade et il meurt ou autre, mais là, il n'y a pas de problème. Vous connaissez que la règle d'or en Afrique. Je vous dis que Sassou Nguesso a des contentieux énormes. Déjà dans la sous-région, dans sa propre région, et puis dans tout le pays. Et donc ça risque d'entraîner sa clan, sa famille et autres dans l'espace et le temps comme un acharnement. Je vous dis que l'Africain aime rancunier et méchant et autres. Donc je vous dis que pour le reste, je ne peux pas vous dire, mais cette famille-là, il faut aller sur les médias et réseaux sociaux congolais. Vous allez voir que cette tribu aura des soucis énormes dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, oui, en terminant, moi je dis que
Je ne sais pas comment on va avoir les rapports entre Gbagbo et, et la France-Afrique et compagnie. Et après nous, au Congo, on le sait déjà que, bon, ben, à l'échelle de la sous-région, oui, le franc CFA va se fondrer. Et si dévaluation ou pas, bon, on ne sait pas. De toute façon, c'est une zone va être dans la merde totale. Mais il faut aussi savoir qu'il y a risque euh, de, de guerre civile en France. Je vous dis, je ne suis pas un prophète, je vous dis qu'il y a risque de guerre civile en France. Parce que déjà, il faut voir la 5e République avec tout ce qu'elle a fait avec la France-Afrique, avec l'économie qui sont en train de se fonder, tient encore avec le franc CFA et l'Union européenne, et donc il joue là. Bon, donc, moi, je ne sais pas, si on enlève, si on sort brutalement du franc CFA, la France, il risque d'ici 2030, à passer de la 7e puissance économique mondiale, en ce moment, à la 15e ou 20e. Bien sûr, le risque est énorme. Donc la France va certainement continuer à chercher à maintenir ce franc CFA, mais qui, au niveau de toute la communauté internationale, on dit non, mais la France, quand même, voilà, les autres n'ont plus des monnaies coloniales comme ça, pourquoi vous tenez, on laisse l'Afrique comme ça? Donc, jusqu'à combien de temps encore? Donc, la France dépend de l'Afrique francophone. Et qu'aujourd'hui, elle devient fragile par rapport à l'Afrique francophone. À cause d'abord de ces francs CFA-là, qui nourrit 40% du budget de la France chaque année. 400 à 1000 milliards de dollars, qui en livrent sous forme d'impôts colonial gratuitement. Donc, oubliez l'aide au développement. L'aide au développement, en fait, il s'agit d'une rétrocession. Par exemple, si la France prend, par exemple, 500 milliards de dollars sur le franc CFA, parfois il fait des aides sous forme par exemple, 100 milliards, il remet là, ou 100 millions, il remet sous forme d'aide, alors que c'est une goutte d'eau. C'est une rétrocession. Parce que si vous prenez tant d'argent à quelqu'un, est-ce que vous revenez donner, est-ce que c'est une aide ou une rétrocession? Donc, la France doit changer de paradigme et voir qu'elle a intérêt de repenser son modèle de France-Afrique. C'est-à-dire, inciter d'abord les Africains, cette zone France-Afrique, qu'il n'y ait plus d'ingérence de la France dans cette zone. Cela veut dire que la France pourra demander la libération totale de tous les prisonniers politiques. Ça crée encore, on passe de la méfiance-défiance à la méfiance. Et à ce moment-là, lâcher sur ces mauvais-là, ces dictateurs surtout d'Afrique centrale, il faut les lâcher. Et à ce moment, nous pourrons construire un pacte de sortie de l'état de crise. Par exemple, je parle de la captation que vous prenez du franc CFA. Si c'est 80%, on peut dire la première année, on peut faire un plan cadre de 10 à 15 ans de sortie progressive en réduction. Par exemple, si la France prenait 80%, au fur et à mesure, on va reculer petit à petit jusqu'à arriver peut-être à la 15e année, 20e année, on sera déjà sorti tranquillement. Parce que j'ai fait cette idée, chaque fois les Africains disent, ah oui, mais vous, l'Afrique centrale, vous voulez rester dans la colonisation, mais on a parlé de ce franc CFA depuis des années. Est-ce qu'on est sorti? On est toujours là parce que les monstres sont là. Mais quand certains sortent de ces monstres, ils ne sortent pas de ce franc CFA. Et donc, nous voulons une sortie progressive. Parce que je vous dis sincèrement, comme l'a dit Michel Sapin, oui, ah oui, le terrorisme est là. La France va apporter le terrorisme. Puisque nous sommes dans un régime où il y a toujours ces pions, il y a toujours ces traites, ils vont toujours jouer les jeux. On n'est pas dans les races qui peuvent défendre leur propre peuple. Nous avons toujours beaucoup de traites dans notre communauté. Donc, comment déjouer, trouver une porte de sortie? Donc, la porte de sortie sera d'abord le problème du franc CFA. Parce que la France entretient les dictateurs là-bas, ça cause d'abord ses propres franc CFA. Parce qu'il est pris dans le piège du franc CFA, qui alimente l'équilibre social de son pays, donc les comptes publics. Donc si on enlève ça, c'est comme si vous gagnez 2000 euros et du coup on vous enlève 800 euros. Donc vous allez retrouver à 1000 euros, à 1200 euros. Mais attends, donc la France, c'est pareil avec le franc CFA. Mais comment trouver la porte de sortie en même temps qu'il va changer les mentalités, habitudes et comportements, aussi son train de vie pour la France, les dépenses et tout compagnie, et c'est un peu d'aller progressivement pour qu'on en sorte. Parce que de toute façon, il y aura une rupture brutale d'ici peu de temps. Donc il faut qu'il se prépare à ça. Donc, commencer déjà par ne plus s'ingérer sur l'expression de la volonté de ces peuples-là, comme ça se passe en Afrique anglophone. Il n'y a jamais de conspiration.
sur les peuples, ils font les élections, et s'il y a des contentieux électoraux, et c'est entre eux, hein, il n'y a pas l'Angleterre qui intervient, mais la France intervient à 100%, même à 120%, même de manière frontale et abusive. Et c'est ça qui va entraîner d'abord cette France-Afrique dans la ruine. Donc cette France-Afrique est en ruine. Elle va emporter tous ces pays d'Afrique francophone jusqu'à une période de rupture. Elle est déjà annoncée. Et donc, pour éviter cette période de rupture, commençons déjà par le plan France-CFA. Il faut qu'on fasse une convention nouvelle. Et clause ne restons pas sur la conférence de Berlin où le ordre mondial est sorti de la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la décolonisation. Il faut changer. La vie, c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc, avançons d'abord sur ce dossier sensible, vital aussi pour la France et vital aussi pour l'Afrique francophone. Donc le fonds CFA, comment trouver le mécanisme de sortie. Et ça, on a des idées. On sort gagnant, on sort progressivement. Et après de là, bon, au niveau des minéraux, des pétroles et autres, bon, ça, on pourra négocier, c'est des problèmes entre les entreprises et l'État, et les États là-bas, ils pourront négocier et autres. Mais le dossier clé, c'est d'abord celui-là. Après, ce dossier viendra celui des bases militaires. Et après, les bases militaires, c'est le problème des ressources. Et à ce moment, nous pourrons avancer une Afrique francophone dynamique et autres. Mais dans tous les cas, et si la France ne prend pas de ses responsabilités, là-bas, ils vont prendre les responsabilités, ils vont sortir petit à petit, puisque la France est maintenant derrière l'Afrique. Elle suit l'Afrique. Elle va devenir une colonie d'Afrique. Parce qu'il y a des gros poissons qui sont là en train de se développer partout. Donc il y a des concurrences au niveau militaire, au niveau économique et autres. Donc les gens vont aller vers ces mécanismes-là parce qu'on dit qu'en zone France-Afrique, il n'y a pas d'espoir. Donc vous avez tout compris. Donc c'est un ami donne toujours les conseils. Moi je dis, quels que soient les enjeux, ma conscience restera toujours au-dessus de l'appartenance. Je veux qu'on trouve les solutions pour qu'il y ait une dynamique d'Africains qui puissent reprendre le contrôle de leur pays et qui sont aujourd'hui bloqués par des sous-traitants négligés et qui n'apportent que la mort, le déclassement, la prison, les assassinats, et ils sont là en liberté, et la France cherche seulement à conspirer contre les innocents africains comme le fut Laurent Gbagbo et Blegoudé et tous les autres qui sont là. Et les monstres qui tuent sont encore là, ils sont en liberté. Pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, et à bientôt.